Oui, l'eau peut venir à manquer en Bretagne. La sécheresse de 2022 et des travaux récents qu'on a fait dans le cadre d'un travail de recherche d'une chaire qui s'appelle la chaire Eau et Territoire avec la Fondation Rénin montrent qu'effectivement, quand on croise le fonctionnement des ressources en eau et les prédictions des modèles climatiques du GIEC, montrent qu'effectivement, on pourrait avoir une répétition d'années sèches dans les 20 prochaines années. On commence à s'habituer à avoir une année sèche tous les 3-4 ans, mais on va avoir un processus d'accélération avec des répétitions d'années sèches successives. Et si on veut avoir un repère, pour ceux qui ont ce repère-là, l'année de 1976, qui est dans l'esprit des plus anciens, une année de repère, cette année de 1976, ça va devenir une année moyenne d'ici 10-15 ans. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir cette répétition d'événements secs. Et comme les ressources en eau de la Bretagne sont essentiellement constituées de ressources en eau de surface, constituées par des barrages, ces répétitions d'années sèches et d'hivers secs va mettre en difficulté le remplissage de ces barrages, d'une façon quasi certaine, et donc pourrait provoquer des années avec des risques de rupture d'eau. Il faut qu'on ait ça à l'esprit, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que la collectivité Eau du Bassin Rennais, qu'on résume par l'acronyme CEBR? En fait, ça a été créé en 2015. C'est la réunion d'un certain nombre d'entités qui géraient l'eau avant, soit à l'échelle communale, soit à l'échelle de syndicats d'eau. Et donc, en 2015, c'est presque une vingtaine de structures qui se sont regroupées pour faire l'entité collectivité Eau du Bassin Rennais, avec des choix forts, en fait. Premier choix fort, prendre la totalité de la compétence eau potable, de la protection de la ressource en eau jusqu'à la production de l'eau potable et à la distribution de l'eau du robinet. Vraiment l'idée d'avoir le paquet entier. Premier élément. Deuxième élément, l'idée de s'engager vers une gestion publique de l'eau, c'est-à-dire que petit à petit, progressivement, d'avoir comme opérateur qui exploite les infrastructures de l'eau, un opérateur public. C'est pour ça qu'on a créé la SPL, Société publique locale Eau du Bassin Rennais. Les deux entités ont le chapeau Eau du Bassin Rennais parce que pour l'usager, nous, ce qui importe, ce n'est pas tellement de savoir ce que fait la collectivité, ce que fait la SPL, c'est que l'usager, il sache que Eau du Bassin Rennais essaye d'assurer un service 24 heures sur 24, toute l'année, de qualité, au meilleur coût, avec un certain nombre de dispositifs opérationnels. Donc, un chapeau Eau du Bassin Rennais. Et donc, comment ce projet-là, pourquoi il a été fait? Il a été fait avec la volonté de la métropole de ne pas casser les syndicats d'eau historiques, parce qu'il y avait des logiques de syndicats qui dépassaient le périmètre de la métropole. Et donc, l'idée d'une entité qui est plus large que Rennes Métropole. Donc, une première action de solidarité de la métropole vers ces territoires périphériques. Et depuis que la collectivité a été créée, ce phénomène s'est amplifié, puisqu'aujourd'hui, la collectivité du Bassin Rennais, c'est 75 communes, donc ça dépasse largement les 43 communes de la métropole. Et on s'est étendu vers des territoires de plus en plus ruraux ou périurbains, dans une logique de solidarité, en fait. Alors, est-ce que le choix d'une gestion publique de l'eau fait qu'on est plus résilient par rapport aux problématiques de changement climatique? Je le pense, parce qu'on l'a vu en 2017, on l'a vu encore en 2022. La collectivité, avec son opérateur, la SPL, quand on est en situation de sécheresse, on fait des arbitrages pour gérer la ressource en eau qui sont déconnectés d'un arbitrage financier ou économique. Si je suis un délégataire privé, je peux avoir tendance à dire je gère mes ressources et j'utilise prioritairement les ressources qui ont le moindre coût. Mais par contre, je ne vais pas anticiper, par exemple, l'hiver. Nous, on sait qu'il faut qu'on remplisse le barrage de la Chaise et du Canut. C'est un grand barrage qui fait 14 millions de mètres cubes, qui est stratégique pour sécuriser l'ensemble du bassin rennais, mais aussi l'ensemble d'Ille-et-Vilaine. Ce barrage, on sait qu'en changement climatique, il va avoir de plus en plus de mal à se remplir. Mais on peut le remplir en pompant dans la rivière le Meux, avec une station de pompage qui est installée à Mordel. Si je fais une gestion privée de cet ensemble, je peux, l'hiver, être tenté de laisser les phénomènes pluviométriques contribuer au remplissage du barrage de la Chaise. Et arriver au mois de mai avec un barrage de la Chaise qui est aux 2 tiers plein. Et donc, je ne suis pas protégé pour passer l'été et l'automne. Si je suis gestionnaire de l'intérêt général dans une politique de gestion de services publics, je vais anticiper la crise
et je vais décider dès le mois de février de pomper dans la rivière le Meux pour remplir le barrage de la Chaise. Mais ce faisant, je fais une dépense énergétique. Et donc, j'investis, je dépense de l'argent, mais pour sécuriser, comme une assurance, pour sécuriser la continuité du service public de l'eau. Et donc, typiquement, ça, c'est parce qu'on a une grande proximité, nous, la collectivité, avec notre société publique locale, comme opérateur, qu'on peut faire ces choix-là de façon très réactive en situation de crise, en fait. Et donc, si demain, ces choix-là viennent à mettre en difficulté le modèle économique de la société publique locale, en toute transparence, la société publique locale nous présente l'état de ses dépenses, et nous, on regarde collectivité, comment on peut faire pour permettre à la société publique locale d'augmenter son coût sur la facture de l'usager ou trouver des mécanismes financiers pour faire que ce système il soit pérenne. En l'état actuel, sur le territoire d'eau du bassin rennais, la sécurisation du territoire, les grandes ressources du bassin rennais, ce sont le barrage de la Chaise, le barrage de Rofemel, et puis le secteur de Fougères, où on a les drains du Coglay et un prélèvement sur la rivière le Couesnon. Ces trois grandes ressources, donc Chaise-Canu, Rofemel et le Couesnon, chacune contribue à un tiers de nos besoins en eau. On a maintenant une stratégie qui est de dire le barrage de la Chaise, qui fait 14 millions de mètres cubes, doit être plein au 1er juin de chaque année. S'il est plein au 1er juin de chaque année, on sait qu'on va passer l'été et l'automne et qu'on va pouvoir aussi sécuriser les territoires qui seraient en plus grande difficulté en situation de sécheresse. Sur les 10 ans qui viennent, on va réussir à continuer à fonctionner de cette nature-là. L'idée n'est pas d'aller chercher des nouvelles ressources. Donc on va pouvoir réussir à peu près à fonctionner de cette façon-là. L'enjeu, c'est de se dire comment demain on va continuer à remplir le barrage de la Chaise dans un contexte de changement climatique. Donc on a deux axes de travail, pomper dans le Meux et aussi être en capacité d'utiliser une ressource qui permet de remplir la Chaise, qui est la ressource du Canu. Et là, je vais faire un lien avec l'enjeu qualité eau. Parce que dans le contexte de changement climatique, il ne faut pas séparer en matière d'enjeux de l'eau, les sujets de la qualité de l'eau avec les sujets de la quantité de l'eau. Typiquement, je prends ce petit bassin versant du Canu. C'est un petit bassin versant qui, par une dérivation qui a été faite dans la construction du barrage de la Chaise, peut permettre, en dérivant la rivière, l'hiver, de venir remplir le barrage de la Chaise. Cette ressource, elle a par exemple été utilisée beaucoup en 2005, où il y a eu 5 millions de mètres cubes du Canu qui sont venus remplir le barrage de la Chaise. Mais sur la période entre 2018 et 2022, on avait arrêté d'utiliser cette ressource, le Canu, parce que les résultats qu'on avait sur les pesticides dans l'eau brute de cette ressource du Canu étaient trop dégradés pour utiliser cette ressource et la dévier vers la Chaise. Mais depuis 2018, on a aussi travaillé avec les agriculteurs pour développer le désherbage mécanique, pour développer des pratiques plus vertueuses. Et on a réussi en 2021 et 2022 à avoir des teneurs en pesticides qui se sont améliorées. Ça a eu pour objet que cet hiver, 2022-2023, on a réutilisé la dérivation du Canu pour remplir le barrage de la Chaise et on a réussi à détourner comme ça 4 millions de mètres cubes. Ces 4 millions de mètres cubes, du coup, on n'a pas eu à les prélever dans la rivière le Meux, dans un contexte énergétique où si on avait eu à les prélever dans le Meux, on aurait dépensé plus de 1 million d'euros de dépenses énergétiques. Donc on a une ressource qui qualitativement était disponible et qui a pu alimenter gravitairement le barrage de la Chaise. Donc c'est un bienfait environnemental et c'est un bienfait économique puisqu'on fait des économies de prélèvement par pompage. Donc on a une stratégie, il faut qu'on arrive comme ça, en jouant sur les ressources, en ayant des ressources de qualité et des rivières dans lesquelles on peut prélever l'hiver, à remplir les barrages. Maintenant, on est confronté à une deuxième problématique, c'est que le territoire métropolitain se développe en termes de démographie. Les études nous disent que notre territoire, qui aujourd'hui fait à peu près 540 000 habitants, en 2035, il y aura entre 80 et 100 000 habitants supplémentaires. Ce n'est pas de l'attractivité de personnes qui viennent habiter à Rennes. Pour les 2/3, cette augmentation de la population, c'est du solde naturel. C'est la différence entre les naissances et les décès, fait que la population déjà aujourd'hui en place sur le territoire, elle va contribuer à augmenter par un solde naturel positif en fait. Donc quand on dit Rennes Métropole attire des gens d'autres territoires, finalement il y a une grande partie de l'augmentation de population des 15 prochaines années va venir du solde naturel du territoire en fait. Voilà, les 2/3, les études de l'INSEE montrent que les 2/3 de l'augmentation prévisionnelle de la population
sont issus du solde naturel de la population qui est déjà en place sur le territoire. Et un tiers, c'est de l'attractivité. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a 540 000 habitants sur notre territoire et il y en aura 80 à 100 000 d'ici 10 ans. Ces 80 à 100 000, ils vont générer un besoin supplémentaire d'à peu près 4 millions de mètres cubes d'eau. Quand aujourd'hui, les gens en place sur le territoire et les activités en place consomment à peu près 24 à 25 millions de mètres cubes d'eau. Vous voyez, il va falloir aller en chercher 4 millions de plus. Il y a deux stratégies. Soit on se dit, c'est du tendanciel et il faut aller trouver 4 à 5 millions de mètres cubes de plus. Ou il y a une deuxième stratégie qui est de dire, est-ce que notre ambition politique, ce n'est pas plutôt de baisser les consommations unitaires de tous les acteurs du territoire d'aujourd'hui pour que ces 100 000 habitants ne nécessitent pas de ressources en eau supplémentaires. En d'autres termes, est-ce que demain, on peut avoir 630 000 habitants sur notre territoire, mais qui ne consomment que 24 à 25 millions de mètres cubes, versus éviter que ces 630 000 habitants consomment demain 29 à 30 millions de mètres cubes, en fait. Et donc, pour ce faire, il y a un gros travail à faire sur les économies d'eau. On sait qu'aujourd'hui, par les changements de comportement, on peut aller chercher 15% d'économie assez facilement, sans perdre en confort, juste en équipant les maisons, les appartements d'un certain nombre de dispositifs et en changeant un peu ce comportement. Par exemple, en installant des mousseurs sur les robinets, en installant des douches économes, en ayant des doubles boutons sur les cuvettes de WC. Il faut savoir que dans une maison, aujourd'hui, 30% de la consommation en eau d'une maison, c'est dans la salle de bain. Le gros poste, c'est les douches, en fait. Et on a beaucoup de douches aujourd'hui qui ont des débits de 19-20 litres minute. Nous, on promeut l'idée d'équiper les douches de débit de 10 à 12 litres minute, en fait. De même, dans une cuisine, vous avez souvent des robinets qui sont à plus de 10 litres minute, alors qu'un 6 litres minute serait suffisant. Donc il y a un gros travail de sensibilisation avec des petits investissements, parce que ces petits mousseurs que vous mettez sur le robinet, c'est même pas 1 euro le mousseur, en fait. Et la douche économe, c'est quelques dizaines d'euros, en fait. Donc nous, on investit à la fois en ressources humaines et en processus d'accompagnement des particuliers pour, d'une part, leur donner gratuitement des mousseurs, faire de la sensibilisation. On a 4 ambassadeurs de l'eau qui circulent sur le territoire en porte-à-porte, sur des animations, sur des marchés publics, en pied d'immeuble, lors de festivals, pour informer les gens de l'enjeu des économies d'eau. Donc ça, c'est un investissement qu'on fait. Deuxièmement, on accompagne la récupération d'eau de pluie avec un travail avec l'ALEC, ou alors on donne des bons d'achat pour que les particuliers puissent acheter des cuves de récupération d'eau de pluie. On travaille avec les communes pour faire des diagnostics du patrimoine municipal, les salles de sport, les piscines, les écoles, pour les doter de matériel hydroéconome, pour développer les toilettes sèches, sur les piscines récupérer les eaux de filtration, pour les utiliser en balayage des voiries des communes, toute une série d'usages alternatifs à de l'eau potable, pour aller chercher au moins 15% d'économie d'eau, pour annuler le besoin supplémentaire de la population qui va se développer. Ça, c'est un premier objectif. Mais peut-être qu'on aura à avoir un objectif encore plus ambitieux, c'est que le changement climatique, raréfiant la ressource en eau, c'est peut-être pas se contenter d'avoir les 24-25 millions de mètres cubes qu'on a aujourd'hui qu'il va falloir avoir comme objectif dans 10 ans. Mais c'est peut-être se dire, il va nous falloir nous contenter de 21 ou 22 millions de mètres cubes. Et donc finalement, le gap d'économie d'eau qu'on va tous avoir à faire, ça ne sera peut-être pas 15%, mais ça sera peut-être 30% de baisse des consommations unitaires par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça, c'est le défi qui est devant nous, et c'est pour ça qu'il est très important que dans les politiques de l'eau, on n'ait pas uniquement une approche techniciste, avec des ingénieurs et des techniciens qui font des usines et qui posent des tuyaux, mais il faut qu'on ait aussi une vraie ambition politique avec un paquet mis sur les politiques de sensibilisation et de prévention. Alors en Bretagne, le partage de l'eau avec l'agriculture, à ce stade, à date, il ne se pose pas en termes de concurrence vis-à-vis de l'irrigation, parce que l'agriculture bretonne, à part les légumiers, qui sont importants, mais sur le territoire du bassin rennais, les seuls usages de l'irrigation, c'est éventuellement les serres ou les productions légumières. Aujourd'hui, en Bretagne, on ne fait pas du maïs avec de l'irrigation, ça n'existe pas. Tout l'enjeu, c'est d'éviter qu'on y arrive, parce que la ressource en eau bretonne ne permettra pas
de satisfaire cette transition agricole. Et donc, ça, c'est un axe de travail de la collectivité, c'est d'accompagner l'agriculture à avoir une transition agroécologique qui soit bénéfique environnementalement, mais qui soit, ça c'est vraiment quelque chose auquel on veille, qui soit aussi, qui dégage un revenu pour les agriculteurs. Et donc, c'est le projet Terre de Source qu'on porte au niveau de la collectivité Haut-du-Bassin rennais. C'est cette idée de dire comment on fait pour que les agriculteurs aient des pratiques qui ne vont pas polluer l'eau, donc moins d'azote minéral, moins de pesticides, moins de chargement du cheptel. Comment on fait pour que ça, ce soit l'objectif atteint, mais en garantissant un revenu à ces agriculteurs, pour qu'eux, ils aient un bénéfice en fait. Et donc on a imaginé un projet qui s'appelle le projet Terre de Source, qui repose sur 2 jambes principales, le projet Terre de Source. Rennes, c'est un gros bassin de vie, c'est un gros bassin de consommation. Le Rennes Métropole, le bassin rennais, c'est un gros bassin de consommation. Et comment on fait pour que ce bassin de consommation, il achète prioritairement des denrées alimentaires qui viennent des agriculteurs qui sont sur les aires d'alimentation sur lesquelles on prélève pour faire de l'eau potable. C'est ça le défi. Et donc, on essaye de dire il faut qu'on trouve un levier économique. Il faut que l'agriculteur qui s'engage dans la protection de la ressource en eau, il a un revenu par les habitants du territoire ou par les collectivités du territoire. C'est pour ça qu'il y a 2 jambes. Pourquoi je dis les collectivités? Parce que qui gère les cantines scolaires aujourd'hui dans un territoire comme celui du bassin rennais? Ce sont les communes qui gèrent les cantines. Comment on fait pour que les cantines, elles achètent des denrées alimentaires aux agriculteurs qui sont sur les aires d'alimentation de captage? Les règles de concurrence nous interdisent de privilégier les agriculteurs qui sont près de chez nous. On n'a pas le droit, en règle de concurrence européenne, on n'a pas le droit de dire j'achète les carottes à l'agriculteur parce qu'il habite à 2 km de ma cantine. En fait, ça, on n'a pas le droit. Donc nous, on a réussi à faire une innovation juridique, on a contourné cette interdiction, pour dire en fait, l'agriculteur qui s'engage dans la protection de la ressource en eau, il nous rend une prestation de service à nous, la société, en fait, puisqu'il rend un service qui est qu'on a une eau brute de meilleure qualité, elle va nous coûter moins cher à potabiliser. En fait. Il nous rend un service. On va lui payer ce service. C'est une sorte de PSE. Oui. C'est une sorte de PSE. On lui paye ce service. Et en fait, on lui paye ce service avec 2 sources de revenus. Nous, le syndicat d'eau, on va lui payer une PSE en euros, en fait. Et puis la cantine, elle va lui acheter les denrées alimentaires. Et finalement, c'est ces 2 achats, c'est ces 2 revenus pour lui qui vont constituer sa rémunération de PSE en fait, et sa rémunération. Donc ça, c'est la première jambe du projet Terre de Source, c'est l'achat par les cantines scolaires de produits agricoles issus des aires d'alimentation de captage. Et le deuxième, c'est le label. Parce que comment on fait pour dire à un consommateur, il y a un agriculteur à côté de chez vous qui améliore la qualité de l'eau. Si on ne lui donne pas à avoir un label, et donc on pourrait se dire il y a trop de labels déjà, mais en même temps on n'a pas d'autre choix que de passer par un label, si on veut dans un rayon de commerce donner à voir un produit identifié en fait. Et donc on a fait un label qui s'appelle le label Terre de Source. Les producteurs d'ici protègent l'eau, qui a pour vocation à trouver sa place dans les rayons. Ça c'est cette jambe-là. Et alors, comment on fait la transition agroécologique en Bretagne dans ce contexte? Vous savez que l'agriculture bretonne, elle a cette... moi je dis, elle a cet avantage d'être une agriculture de polyculture-élevage. C'est le meilleur des systèmes quand on a à la fois de l'élevage et de la culture sur un territoire. Donc ça, prenons-le comme un atout. Par contre, constatons tous qu'il y a peut-être un excès de spécialisation et qu'il y a sans doute un excès de production animale qui a pour conséquence une répétition sur les parcelles agricoles de mettre du blé et du maïs en rotation courte, et puis aussi un import de nourriture animale, de soja extérieur, qui en bout de course génère un excès d'effluents azotés sur les terres et un excès d'usage de pesticides parce que les rotations sont trop courtes. Donc nous, on se dit, il y a un grand bassin de consommation sur Rennes Métropole, il y a une agriculture qui a des atouts, mais qui a aussi généré des impacts sur l'environnement. Cette agriculture, on a cette ambition de l'aider à muter en lui proposant de diversifier ses productions. Si la production animale va baisser, on va lui proposer de mettre des cultures végétales
dont on va essayer de lui trouver des débouchés sur le territoire du bassin de vie de Rennes Métropole, ou du bassin rennais. Donc, de quelle culture on parle? Le sarrasin, le chanvre, les légumineuses, du blé qualitatif pour trouver dans les boulangeries du territoire du pain terre de source. Et quand je dis le sarrasin, pourquoi je dis le sarrasin? C'est parce que le sarrasin aujourd'hui, qui est la culture emblématique de la galette, eh ben, le sarrasin aujourd'hui il n'est plus produit en Bretagne. Il y a beaucoup d'acteurs qui essaient de le réintroduire et il faut qu'on y aille parce qu'il y a encore 70% du sarrasin aujourd'hui qui sert à faire les galettes qui vient de l'import en fait. Et le sarrasin, c'est une culture bas intrant. Le chanvre, c'est une culture qui a un gros potentiel, écomatériaux, huile, alimentaire. Les légumineuses, si on veut rééquilibrer notre assiette dans un contexte de changement climatique, diminution des effets de serre, sans doute que la part de produits animaux dans l'assiette des consommateurs va baisser, mais il faut apporter d'autres protéines, donc les légumineuses. Les protéagineux, pas à des fins d'alimentation animale, mais aussi à des fins d'alimentation humaine. Donc en fait, le challenge qu'on se fixe, c'est de dire on ne va pas mettre l'agriculture sous contrainte, on propose un nouveau modèle de développement à l'agriculture qui va faire que l'agriculture elle va être en phase avec les attentes de la société et que cette agriculture elle va trouver un modèle rémunérateur. On en embarque. On a démarré le projet Terre de Source avec 3 agriculteurs il y a quelques années. Là, aujourd'hui, on vient de passer le nouveau marché public avec 60 cantines et on a embarqué 88 agriculteurs. On essaye de constituer des filières et voilà, aujourd'hui, on a à peu près 120 agriculteurs dans le réseau Terre de Source. On a une ambition, à 2028, d'avoir 750 agriculteurs, quand sur nos aires d'alimentation, il y a 3500 agriculteurs. Mais si on veut reconquérir la qualité de l'eau, on ne peut pas se contenter de travailler avec 10% des agriculteurs. Il faut massifier, en fait. Et donc, nous, on est bien conscient que l'agriculture biologique, aujourd'hui, c'est le top pour retrouver la qualité de l'eau. Mais on a des blocages. On a une agriculture conventionnelle qui a du mal à basculer en bio. Et en plus, là, en ce moment, on a un contexte conjoncturel qui fait que le bio est en difficulté. Donc nous, dans le projet Terre de Source, la philosophie, c'est de dire aux agriculteurs, on vous prend où vous êtes. Vous vous engagez à respecter un certain nombre de critères d'entrée. Mais par contre, après, on vous accompagne dans une démarche de progrès. Dans 3 ans, vous aurez baissé vos IFT de 30%, vous aurez baissé vos excédents d'azote de 30%. Et dans 6 ans, vous aurez amélioré votre performance. Et dans 6 ans, peut-être que vous serez mature à franchir le pas d'un modèle plus radical, peut-être le bio ou le zéro pesticide. Mais nous, on pense que si on est sur une affirmation du bio tout de suite, on va avoir ces blocages, qui soient des blocages culturels, qui soient des blocages d'inquiétude du modèle économique. Et puis, on a des agriculteurs qui sont engagés et qui ne peuvent pas changer comme ça leur modèle sur un temps trop court, quoi, en fait. Le plan eau du gouvernement est-il assez ambitieux ? On a constaté qu'il s'inspirait déjà de beaucoup de mesures qu'on essaye de déployer. Par exemple, la tarification progressive de l'eau, c'est quelque chose qui est en place chez nous depuis 2016. L'éco-watt de l'eau, on est peut-être un peu sceptique. Après, on voit bien qu'il y a quand même toute une ambition sur un plan de sobriété. Il y a tout un volet sur la reconquête de la qualité de l'eau. Il y a la notion du partage de l'eau. Donc les concepts sont là. Après, c'est où on met le curseur à chaque fois. C'est-à-dire que passer des mots à l'acte. Et quels moyens on met. Typiquement, la réforme de la PAC a peut-être raté le coche, en fait. On n'est pas assez loin sur le verdissement de la politique agricole. Et on le voit bien, là, sur les MAEC, on a des contrats qui sont proposés dans les MAEC sur lesquels on a du mal à embarquer les agriculteurs, quoi, en fait. On a une révolution systémique à faire. C'est en ce sens que, comme c'est systémique, les acteurs qui sont en place, forcément, chacun essaye de préserver son système. Dit, je veux bien y aller, mais à condition que mon système ne soit pas remis en question, en fait. Donc, typiquement, nous, Terre de Source, on y va de façon pragmatique. On a d'abord parti avec des agriculteurs qui faisaient de la transformation à la ferme. Maintenant, on essaie de monter des filières ex nihilo, par exemple des filières sur le blé meunier ou sur le sarrasin. Mais on est bien conscient que si on veut massifier, il va falloir qu'on travaille avec les opérateurs de l'agroalimentaire de la Bretagne pour aller vers une logique de segmentation de production, en fait. Mais avec le consentement de leur part, de rémunérer à son juste prix l'effort fait par l'agriculteur pour que la valeur ajoutée, elle soit bien répartie, en fait. C'est-à-dire que si à un moment donné, on arrive à déclencher le consentement à payer du consommateur,
C'est-à-dire le consommateur a compris le message de si je veux une agriculture moins impactante, il faut que j'accepte de payer un juste prix. Ça, c'est une première étape. Mais après, il faut que ce juste prix ne soit pas simplement payé aux transformateurs. C'est que la valeur ajoutée, elle soit répartie aux producteurs, en fait. Et donc, nous, on fait l'hypothèse que Terre de Source, à mon avis, aura une espèce de taille critique, une forme de crédibilité, pour qu'on soit dans un rapport de force qui nous permette d'aller au contact de ces coopératives et de ces grands faiseurs, en fait. Bien évidemment, il faut éviter les usages récréatifs de l'eau. C'est que le débat des piscines est clairement un débat à poser. Alors, faut-il l'interdire? Faut-il en réglementer les dimensions? Parce que si on l'interdit, on va avoir du coup des investissements dans des petites piscines hors sol qui, elles, échappent à toute disposition d'urbanisme et qui, au final, vont avoir des bilans hydriques encore plus défavorables qu'une piscine qui a été bien pensée. Donc il faut faire attention aussi à des mesures d'interdiction versus les palliatifs de contournement. Mais en tout cas, moi je crois beaucoup à la responsabilité des gens. Moi je pense qu'il faut... On investit dans l'éducation à l'alimentation durable, on investit dans le travail sur les économies d'eau. Moi je crois beaucoup à cette responsabilité. Je pense beaucoup, je crois aussi au levier financier, dans tous les sens du terme, le signal prix, les accompagnements financiers, la juste rémunération des agriculteurs, les accompagnements des industriels pour faire les diagnostics, pour qu'ensuite, après, ils voient qu'un certain nombre d'investissements ont des temps de retour sur investissement très courts. Donc je crois beaucoup à des... Je suis plutôt un défenseur des dispositions, d'accompagnement et des dispositions positives. Mais par exemple, si on devait être plus prescriptif, le matériel hydroéconome, les immeubles neufs, aujourd'hui, ils sont équipés quelquefois de matériel, de robinetterie, qui ne sont pas hydroéconomes. Aujourd'hui, je suis particulier, je vais dans une grande surface de bricolage, j'achète une douche, je peux trouver des douches à 18 ou 19 litres minute. Donc nous, on a milité, on a saisi les parlementaires pour là, pour le coup, qu'un cadre réglementaire impose des dispositions beaucoup plus fortes de limitation de débit. Je pense qu'il est impératif d'avoir une vraie réflexion sur le logement neuf, parce que le logement neuf, c'est celui qui sera encore là dans 80 ans. C'est très compliqué de venir rendre un bâtiment existant, de le rendre vertueux. On ne va pas mettre des doubles réseaux dans des bâtiments existants, etc. Mais on n'a pas encore basculé dans cette idée d'avoir, par exemple, l'eau de la douche. On a conçu un immeuble collectif pour que les eaux des douches soient récupérées dans une citerne et que ce soit ces eaux-là qui soient utilisées pour les cuvettes de WC, par exemple. Et ça, aujourd'hui, réglementairement, à ce stade, c'est encore interdit. Mais une fois que ça sera interdit, il faudra que ça soit fait par les aménageurs, en fait. C'est interdit parce qu'il y a une espèce de prudence sanitaire, en fait. C'est la culture hygiéniste, en fait. Les agences de l'eau, alors qu'elles collectaient une certaine somme, une partie de cette somme était reprise dans le budget de l'État pour financer toute une série d'autres politiques. C'était ce qu'on appelait le plafond mordant. L'État a dit qu'il allait revenir sur ce plafond mordant et qu'il allait rendre aux agences de l'eau, je crois, un peu plus de 200 millions d'euros. Là, il y a un vrai enjeu pour les collectivités de convaincre les agences de l'eau de mettre cet argent-là dans la gestion quantitative de l'eau et dans les aides, non seulement sur les réseaux qui ont des fuites, mais aussi sur les démonstrateurs, parce que je pense qu'il faut réussir dans les territoires à avoir des bâtiments démonstrateurs qui après vont faire leurs preuves et qui vont se généraliser, parce que faire ces investissements sur du neuf, ce n'est pas forcément un gros surcoût, en fait, c'est peut-être quelques pourcents. Et donc, je pense que ça peut se vendre dans le coût d'un bâtiment. Mais par contre, c'est infaisable de le faire sur tout le parc existant, en fait. Comme vous l'avez évoqué, la baisse des cours d'eau est de 30%, hein, c'est quasiment acté, hein, que les débits d'étiage vont baisser de 30% dans les 10-15 ans qui viennent. Ça va poser plusieurs natures de problèmes aux collectivités locales. Ça va poser une nature de problème en termes de prélèvement, mais pensons aussi au rejet de stations d'épuration. Aujourd'hui, sur les têtes de bassins versants, vous avez parfois des communes rurales qui ont une petite station d'épuration, petite ou plus ou moins petite, parce qu'il y a un industriel agroalimentaire. Et le débit de rejet de la station a été calculé en fonction du débit connu de la rivière. Et demain, ces rivières-là, elles vont avoir un débit d'étiage 30% plus faible, voire certains cours d'eau en tête de bassin versant vont devenir à sec l'été. Donc ça pose la question de la capacité de rejet de ces flux de stations d'épuration
avec l'idée peut-être d'avoir la nécessité de stocker pendant une certaine période de l'année, donc des surcoûts en fait. Et donc il est fondamental de travailler dans des politiques qui échappent à eau du bassin rennais, mais qui sont des politiques publiques, la réimperméabilisation, la désimperméabilisation des sols, comment à la parcelle on favorise l'infiltration, le reméandrage des cours d'eau, la restauration des zones humides. Peut-être qu'il va falloir interroger le dédrainage des terres agricoles. Parce que même, c'est peut-être même un intérêt pour les agriculteurs d'avoir une ressource en eau qui est gardée sur la parcelle plutôt que de vouloir l'évacuer. Et ça aura un bénéfice environnemental parce qu'on enverra beaucoup moins vite à la rivière des excédents d'azote et des excédents de pesticides. Donc en fait, on a un vrai travail, mais là qui dépasse la compétence eau potable, mais dans toutes les politiques publiques, à intégrer l'eau comme un élément fondamental des choix à faire. Quel est le risque de la réutilisation des eaux usées? Il y a bien évidemment du potentiel dans cette idée. Et il y a une expérience en Vendée qui aujourd'hui va faire un peu œuvre de prototype en fait, où cette idée de derrière une station d'épuration, on pousse le traitement, on fait un traitement tertiaire. Donc déjà c'est une station d'épuration quand même qui coûte plus cher que la station d'épuration d'aujourd'hui. Cette eau-là, elle est repompée dans un barrage pour la stocker. Et c'est depuis le barrage qu'on va repomper de l'eau pour faire de l'eau potable. Donc c'est comme ça, c'est ça le processus. Donc la petite vigilance, c'est que quand on est sur des petits cours d'eau, le rejet de la station d'épuration, quelquefois, constitue une forme de soutien au débit d'étiage de la rivière. Et donc il va falloir que les chercheurs nous aident à savoir qu'est-ce qui est le moins pire. Est-ce que c'est plus impactant d'avoir un assec? Ou est-ce que c'est plus impactant de maintenir un filet d'eau dans une rivière, un débit plus ou moins important, grâce à la contribution du rejet de la station d'épuration? Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore complètement la réponse à ces questions-là. Deuxièmement, s'il s'agit de faire de la réutilisation des eaux usées à des fins d'irrigation du maïs, je pense que ce serait une maladaptation. Il faut vraiment qu'on se dise, il ne faut pas aller vers une irrigation du maïs en Bretagne. Il faudra peut-être trouver d'autres cultures que le maïs, peut-être le sorgho, peut-être des systèmes plus herbagés, peut-être. Mais en tout cas, si la réhute doit contribuer à mal adapter le système, on ne peut pas promouvoir la réhute en fait. Et puis après, au-delà de la réhute des stations d'épuration, je pense que dans le champ des agroalimentaires, qui sont très présents en Ille-et-Vilaine et en Bretagne, là ils ont des eaux qui sont quasi propres en fait, quelquefois des eaux ductilées, des eaux issues des process de déshydratation du lait pour faire de la poudre. Là, sans doute, il y a vraiment des usages internes aux usines avec cette eau-là pour des lavages de surface de sol, etc. Où là, vraiment, on pourrait faire de l'économie d'usage d'eau potable sur ces eaux-là, en fait. Donc, je pense qu'il faut... On peut pas... mon propos, je ne pourrais pas avoir une posture, dire oui, il faut le faire ou il ne faut pas le faire. On a besoin de connaissances complémentaires. Et puis, il y a des arbitrages à faire. Et puis, il ne faudrait pas que ça encourage à un mauvais système, en fait. Alors, la réinjection d'eau dans les nappes, est-ce une perspective? En tout cas, nous, on va y travailler en lien avec le syndicat départemental, puisqu'on a constaté que ça avait été testé il y a quelques années sur un secteur de Val-d'Ille-Aubigné, où il y a une carrière en eau qui avait été utilisée pour réinjecter de l'eau dans 2 forages utilisés à des fins d'eau potable. Donc, en fait, pour faire une recharge de nappes, notamment quand l'hiver, les nappes ne remontent pas naturellement. Donc ça, peut-être que des usages de cette nature-là sont intéressants. Après, moi, je pense plutôt que l'infiltration à la parcelle, tout ce qui peut faire que sur des surfaces les plus grandes possibles, on contribue à ce que l'eau se réinfiltre et que, à un moment donné, elle va contribuer à réalimenter les rivières, il faut le faire, quoi, en fait. Donc, c'est pas forcément... Je ne pense pas qu'il y ait énormément de gisements où, à un instant T, on va avoir un gros volume d'eau à réinjecter à un endroit, quoi, en fait. Parce que la ressource en eau, elle est tellement diffuse. Il n'y a pas de grande nappe en Ille-et-Vilaine. On a un système de sursocle sur du schiste ou du granit. Et donc, on a des failles, et c'est dans les failles qu'il y a ce stock d'eau, en fait. Mais on n'a pas vraiment de grandes zones. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on étudie toutes ces opportunités. Là, il y a des carrières, des anciennes gravières. Comment on peut les utiliser? Ça, c'est des pistes. Mais je fais toujours attention à un discours qui consisterait à dire pour résoudre nos problèmes, on va aller chercher des nouvelles ressources.
Ça, ce serait un faux problème, ce serait une fausse solution. Il faut qu'on s'oblige à se dire, aujourd'hui, les ressources sur lesquelles on prélève, on ne devrait pas augmenter ces prélèvements. Et qu'est-ce qu'on met en œuvre pour, malgré le développement économique du territoire, ne pas avoir besoin de plus de ressources. C'est vraiment intégré dans nos réflexions. Il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini. Et donc, le stock, on l'a déjà largement consommé. On a des marges d'économie, de lutte contre le gaspillage. Donc nous, par exemple, notre repère, c'est 24 millions de mètres cubes d'eau prélevés, consommés pour 450 000 habitants. Bah, même si demain on en a 100 000 habitants, essayons de faire encore en prélevant pas plus que 24 millions et demi de mètres cubes. C'est ça la philosophie qu'il faut qu'on arrive, à mon avis, à porter. Mais nous, vous voyez, c'est quand même important qu'on le raisonne comme ça, parce que sur eau du bassin rennais, on fait du transfert d'eau de bassin versant à bassin versant. Parce qu'en fait, la station d'épuration de Borade, où là il y a les 250 000 habitants, 300 000 habitants de Rennes, elle rejette sur la Vilaine. Mais l'eau, elle vient du bassin de la Rance ou du bassin du Couesnon pour une partie. Donc on fait des transferts quand même de bassins versants. Et du coup, les territoires de la Rance et du Couesnon nous disent bah, vous nous piquez de l'eau, mais celle-là, vous ne nous la rendez pas, quoi. Donc ça justifie encore plus qu'on soit exigeant sur le fait qu'on n'augmente pas nos prélèvements dans ces territoires-là, quoi, en fait. En réfléchissant un peu à cette discussion qu'on a tout à l'heure, je me disais le mot solidarité, il est fort, quoi, en fait. Il est important. C'est-à-dire qu'effectivement, eau du bassin rennais, ça porte solidarité ville-campagne. Sur le projet Terre de Source, sur le fait que quand vous êtes en campagne, vous avez une charge financière de renouvellement des réseaux qui est beaucoup plus importante que quand vous êtes en ville. En ville, vous avez un nombre d'abonnés raccordés au réseau beaucoup plus important par kilomètre de réseau. Donc quand vous devez renouveler ce réseau qui a 80 ans, ça vous coûte proportionnellement beaucoup moins cher que quand vous êtes dans une petite commune en campagne. Ben, le fait de s'agrandir, on fait œuvre de solidarité, à tel point que finalement, sur le territoire haut du bassin rennais, depuis 2015, c'est les Rennais qui ont accepté de payer leur eau un peu plus cher, et c'est plutôt les territoires ruraux qui ont vu leur prix de l'eau baisser fortement, en fait. Et tout le défi après pour le projet d'eau du bassin rennais, c'est que comme nos ressources en eau sont extérieures à notre territoire, c'est qu'on a quand même encore un reproche de solidarité dans ces territoires-là, qui nous disent bah, vous venez nous chercher de l'eau, mais nous on n'a pas le bénéfice de nos politiques, de vos politiques. Donc là, on essaye de travailler avec eux, typiquement terre de source. Quand on veut apporter de la valorisation agricole, économique sur les bassins versants de la Rance, le bassin versant du Couesnon, c'est une forme de solidarité économique avec les agriculteurs du territoire à qui on impose des contraintes, mais pour lesquelles on veut développer des... voilà. Deuxièmement, quand Eau du bassin rennais accepte de participer à la solidarité départementale via le SMG O35, puisqu'il y a 17 centimes d'euros du mètre cube qui remontent de Eau du bassin rennais vers le SMG, et le SMG l'utilise pour financer tous les équipements structurants, ben ça, c'est une action de péréquation aussi, de solidarité. Voilà, donc on essaye, on finance des travaux des sages de la Rance, on essaye aussi de contribuer à une solidarité des politiques, quoi, en fait. Faut-il créer des nouvelles retenues d'eau pour préparer l'avenir? La question, quand on est à haut du bassin rennais, la question elle est un peu piégeuse, parce que c'est grâce aux barrages qu'on a, et qui ont été faits par nos prédécesseurs dans les années 70, ou voire bien plus antérieurement, c'est grâce à ces barrages qu'on assure la sécurité. Donc c'est plutôt, vous allez me dire, bah, c'est positif les barrages. Sauf qu'on sait aussi que les barrages, ça a des impacts négatifs sur la qualité des milieux aquatiques, ça réchauffe l'eau, ça peut s'envaser dans la durée, et il y a une perte de débit par l'évaporation des barrages. Donc moi je pense qu'on est dans un contexte de prise en compte des impacts négatifs des plans d'eau qui fait qu'on ne va pas pouvoir faire des nouveaux plans d'eau. Et que finalement, encore une fois, on verra ce que feront les générations futures. Mais nous, notre devoir de la génération d'aujourd'hui, c'est de dire on a déjà suffisamment de ressources et d'infrastructures. N'allons pas encore en prélever plus sur la planète. Essayons de diminuer nos besoins, quoi. C'est notre premier effort. Et si je prenais l'image du pétrole, peut-être qu'il y a du pétrole encore à aller chercher sur la planète, mais disons-nous, n'allons pas le chercher tout de suite. J'ai bon espoir que dans 100 ans, 200 ans, il y aura encore des humains sur la planète. Et laissons-leur du stock. Et donc nous, notre devoir, c'est de réduire notre empreinte, en fait. Et ça peut paraître ambitieux de dire on va diminuer notre consommation unitaire de 30% à échéance 2040.
Mais ce n'est pas plus ambitieux que d'avoir dit sur le sujet du changement climatique, il y a un facteur 4 à faire entre 90 et 2050. Facteur 4, ça veut dire réduire de 75% en 60 ans. Mais finalement, c'est ce que nous impose la finitude de la planète, quoi, en fait. Et donc moi, je pense que sur l'eau, on est à un moment de prise de conscience des processus où c'est peut-être prendre des risques de dire il faudra faire 30%, on n'y arrivera peut-être pas, mais en tout cas, il faut au moins l'afficher pour qu'il y ait une conscientisation de ces enjeux-là, en fait. On consomme plus quand on vit dans une maison que quand on vit dans un appartement. En gros, dans un appartement, on est plutôt à 50 mètres cubes par appartement, et dans une maison, on est plutôt à 70, 75, 80, ça dépend de la taille du jardin, ça dépend si on a une piscine ou pas. Vous parlez Annuel. Mètres cubes par abonné, en fait. D'accord ? Donc là, je ne raisonne pas par habitant, je raisonne par abonné. Abonné, c'est celui qui a son compteur. Mais sachant que dans la famille, il peut y avoir 2, 3, 4 habitants. Nous, la consommation moyenne à l'échelle d'eau du bassin rennais, les gens qui ont un compteur individuel, c'est 66 mètres cubes par an. Ça fait à peu près 32 mètres cubes par habitant. Et on pense, dans les référentiels, qu'il y a sans doute la possibilité d'aller chercher presque 10 mètres cubes d'économie. On pourrait peut-être demain avoir une consommation moyenne par habitant entre 20 et 25 mètres cubes par habitant. Là, je prends juste le ratio des gens qui ont la consommation des particuliers, en fait. Hein, d'accord ? 148 litres par jour par habitant, ça c'est le référentiel national. Ouais. Mais ça c'est sur une base d'une facture de 120 mètres cubes par an par abonné, d'une famille qui a à peu près 2,5 occupants, quoi, en fait. Donc les référentiels nationaux sont effectivement plus importants que ce qu'on constate sur notre territoire. Mais les référentiels nationaux, ils sont un peu désuets, en fait. Mais on continue à les prendre en compte parce que les collectivités, elles comparent leurs factures entre elles sur la base d'une facture de 120 mètres cubes, donc c'est un peu un référentiel qui est pris en compte. Mais effectivement, on parle de 148 litres. Le grand intérêt quand même des clés, c'est le côté multicollège, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une assemblée où il n'y a pas que les élus, il n'y a pas que les agriculteurs, mais il y a les élus, les agriculteurs, les acteurs économiques, les associations de défense des consommateurs, les associations de défense de l'environnement, les services de l'État. Donc c'est à ce grand mérite-là, c'est d'avoir une vraie assemblée de débats et de confrontation, avec cette ambition de se donner quand même des feuilles de route et ce pouvoir d'être prescriptif, en fait. Donc je pense que peut-être le changement climatique va faire que les sages vont peut-être être de plus en plus prescriptifs. Avant, les premiers sages, il y avait peu de choses dans la partie réglementaire. Et petit à petit, ça progresse. Ce qui est intéressant, c'est que les citoyens s'intéressent au débat sur les sages. Michel de Molder, le président de la Clé du Sage Vilaine, me disait qu'ils ont fait une enquête publique sur Internet récemment sur le diagnostic du sage et sur les sujets d'intérêt par les citoyens. Ils ont eu 3500 personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Et 85% de ces gens n'étaient pas des gens qui étaient des spécialistes de l'eau, quoi, c'était vraiment des citoyens que la question de l'eau intéressait. Et il ressortait de ces débats-là une inquiétude quand même sur les enjeux quantitatifs et aussi vraiment la nécessité d'un dialogue avec l'agriculture, parce que souvent l'agriculture dans les observations, elle est pointée du doigt comme étant trop consommatrice ou polluante. Et ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je considère qu'une des vertus du projet Terre de Source, c'est que le projet Terre de Source, on essaye aussi dans l'animation du projet, c'est d'avoir justement ces différents collèges. Donc on fait discuter des agriculteurs, de la société civile, des collectivités. Ils participent ensemble à la rédaction du cahier des charges. On a créé une société coopérative, une SIC, pour vendre les produits Terre de Source. Il y a différents collèges d'actionnaires de cette SIC. Et ben dedans, il y a des associations, il y a des collectivités, il y a des producteurs, il y a des transformateurs. Et c'est ensemble qui décident. Et on a besoin d'espaces de médiation. Moi, je regrette souvent que le sujet de l'eau, c'est un peu frontal dans les débats. On s'envoie des anathèmes les uns aux autres. Les agriculteurs polluent, et puis l'agriculteur va dire « ouais, mais les particuliers, ils gaspillent de l'eau », et puis on ne s'en sort pas de ces débats-là, en fait. Et moi, je pense qu'on a besoin de créer des espaces de médiation pour trouver ensemble les réponses. Parce que le problème de l'eau, ce n'est pas le problème d'une catégorie. Le problème de l'eau, c'est le problème qui s'impose à nous tous. Et sur le sujet agricole, on ne peut pas faire la transition agricole si nous, les collectivités et les consommateurs, on n'est pas là, et les services de l'État,
on n'est pas là pour répondre par la demande en fait. Sinon les acteurs sont dans une impasse en fait. Donc pour moi il faut qu'on mette les choses en débat, mais pas pour se faire des reproches, mais pour construire ensemble. Je vois bien que la sécheresse 2022, elle a changé la prise de conscience. La sécheresse 2022, on sent que elle fait que le sujet de l'eau n'est plus simplement le sujet des spécialistes de l'eau. Ça devient le sujet des élus en général. On voit bien les communautés de communes, la métropole, veulent réinvestir le sujet de l'eau sous tous ses angles, dans l'aménagement, dans l'urbanisme, dans la gestion des milieux aquatiques, dans la sensibilisation des particuliers. On voit bien qu'il y a cette prise de conscience d'une bascule. En fait, les réponses technophiles, elles ont vraiment des grosses lacunes. La désalinisation, de ce que j'en sais, je n'ai pas creusé la question, mais de ce que j'en sais, c'est que c'est énergivore. Ça pose des problèmes de sous-produits. Et donc déjà ça interroge la soutenabilité, quoi, en fait. Pareil, on a autour du débat sur les résidus de pesticides dans l'eau du robinet, on a la réponse par exemple de gros syndicats d'eau adossés à des gros majors de l'eau qui disent qu'il faut faire des usines qui vont faire de l'eau pure avec des systèmes à osmose inverse. C'est des investissements très très importants, ça se chiffre en milliards, avec des brevets captifs, avec derrière de l'exploitation d'usines qui va coûter de l'argent. Nous, en tout cas, à Haut-du-Bassin rennais, on souhaite avoir des filières de traitement des eaux performantes, mais on ne veut pas surinvestir dans des usines délirantes. On préfère travailler à la reconquête de la qualité de l'eau, à des dispositifs d'économie d'eau. Nous, on croit beaucoup à développer le préventif, en fait. Et je pense que on a raison d'aller dans cette direction. En matière de risque de privatisation de l'eau, en France, je pense qu'on est plutôt sur une tendance inverse. On voit bien que de grandes métropoles font le même choix que ce qu'a pu faire Rennes il y a une dizaine d'années. Lyon, Bordeaux, Paris a été la première. Donc on voit bien quand même qu'il y a des collectivités qui disent l'eau c'est un bien commun, ça doit être géré dans un sens de l'intérêt général, c'est pas fait pour générer des bénéfices et distribuer des dividendes. Donc moi je pense que là on est plutôt sur une séquence où l'eau publique est en train de reprendre la main en fait. Et on a raison, À charge pour les gestionnaires de l'eau publique d'être suffisamment, de se mettre en synergie les uns avec les autres. Parce que les majors privés, ils ont peut-être des défauts, ils ont un modèle où ils veulent gagner de l'argent, mais ils ont aussi une capacité intellectuelle d'investir dans la R&D, d'anticiper les problématiques. Et tout l'enjeu de la gestion publique de l'eau, c'est aussi de se doter d'une R&D avec les acteurs académiques du territoire pour anticiper les problématiques futures et aussi d'être intelligent pour ne pas faire deux fois la même chose, suivant qu'on est à Rennes ou à Bordeaux, mais de discuter entre les gestionnaires publics de l'eau de Rennes et de Bordeaux et de Lyon pour que les programmes de recherche qu'on conduise les uns et les autres, on se les communique et on évite de les faire en redondance les uns des autres en fait. Mais là, il y a un enjeu de fédération. Il y a une fédération qui s'appelle la fédération FEP, France au public, qui existe depuis plusieurs années, où les collectivités se fédèrent pour défendre l'eau publique et aussi, maintenant qu'on a passé cette étape-là, essayer de travailler ensemble en fait. À Haut-du-Bassin rennais, on a cette particularité d'être un syndicat mixte, c'est-à-dire que ce n'est pas la métropole qui exerce la compétence, parce qu'on a tenu compte de l'histoire des bassins versants, etc. Il y a d'autres territoires où, en Gironde, c'est la métropole de Bordeaux. Ils n'ont pas créé une entité, c'est la métropole de Bordeaux qui prend la compétence. À Lyon, c'est la métropole de Lyon. Mais au final, elle porte le même projet qu'Haut-du-Bassin rennais, c'est-à-dire se reprendre en charge les questions des politiques de l'eau. Donc ça, en ce sens, on n'est pas forcément très différent. Mais nous, notre forme juridique, elle est particulière. Le fait qu'on ait ce syndicat mixte. Alors en Côte-d'Armor, ils ont un syndicat mixte départemental qui porte une partie de la production de l'eau potable pour sécuriser le département. Voilà. Moi, je ne suis pas non plus un chantre du modèle unique qu'on va calquer partout de la même façon. Moi, je crois beaucoup à tenir compte de l'histoire d'un territoire pour construire les organisations adaptées à ce territoire. Moi, je suis plutôt assez libéral en la matière. On laisse les gens s'organiser. Mais par contre,
Je pense qu'il faut que les structures aient une taille critique. On peut faire le choix de la gestion privée de l'eau, pourquoi pas, mais il faut avoir une taille critique pour que le rapport de force entre l'autorité délégante et son prestataire soit un rapport de force équilibré. C'est-à-dire qu'il est fondamental que si on fait le choix de la gestion publique, les élus et les services aient les moyens de contrôler l'action de l'opérateur privé pour un rapport de force équilibré en fait, et une gestion de l'eau privée. Prenons l'exemple de Eau des Portes de Bretagne, par exemple, ce qui s'appelait le CIMEVAL. Eau des Portes de Bretagne est un syndicat qui est en train de se structurer de plus en plus en ressources humaines et en portage d'une politique de l'eau, et qui fait un très bon travail avec lequel on travaille très bien. Et pourtant, ils ne font pas de la gestion publique, mais je pense qu'on partage un certain nombre de valeurs. Il faut travailler sur les économies d'eau, il faut travailler avec les gros consommateurs, il faut sécuriser nos systèmes, il faut mettre fin à la tarification dégressive des gros consommateurs, et voilà. Et donc, si on a ces mêmes valeurs, on peut aussi quelquefois travailler avec des gens qui ont fait des choix politiques un peu différents. Là, on conduit une action sur le quartier de Maurepas avec une structure qui s'appelle Malin Voisin, où en fait la sensibilisation aux habitants, elle est faite par des habitants du quartier, qui temporairement sont salariés par l'association Malin Voisin. Nous, nos ambassadeurs de l'eau les ont formés, et ce sont les citoyens qui vont voir leurs voisins pour parler éco-d'eau, distribuer des mousseurs. Ça, c'est un exemple. Je pense que la Haute-Paris a mis en place un budget participatif dans le domaine du service public de l'eau. Ici, à Rennes Métropole, il y a un budget participatif sur les politiques de Rennes Métropole. Peut-être, je ne sais pas, nous, à Haut-du-Bassin rennais, mais ce qu'on fera, mais voilà, des questions de budget participatif. Et puis, mieux associer, typiquement, là, on est en train d'élaborer notre futur programme Éco-d'eau. On a prévu, en 2023 ou début 2024, de faire de la mobilisation citoyenne pour dire aux citoyens qu'est-ce qu'on va mettre, donnez-nous nos idées, vos idées, pour qu'on bâtisse notre programme Éco-d'eau. Donc on va aller chercher les citoyens. Et pareil avec Rennes Métropole qui a un champ plus large de transition écologique, puisque Rennes Métropole, elle a la mobilité, elle a les déchets, elle a l'énergie. Nous, on a l'eau potable. On s'est fait appuyer d'une AMO commune, une assistance à maîtrise d'ouvrage commune, pour nous aider à travailler sur les éléments du changement de comportement et trouver les bons ressorts pour embarquer avec nous le maximum de citoyens, quoi, en fait. Donc on est en recherche de trouver ces leviers, à la fois de mobilisation des citoyens pour nous aider à construire les programmes, mais aussi de savoir comment les citoyens adhèrent au programme qu'on propose, quoi. On a un peu ces doubles défis.